Allez, bonsoir à tous et bonsoir à Mamdia qui nous a dit bonsoir du coup dans le chat. Du coup, Oui, je le salue bonsoir. personnellement. J'espère que vous allez bien ce soir. Bienvenue dans ce beat. On va parler de pas mal de news tech avec Radar et toutes les news. Sur ce, écoute, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec notre rubrique suivante qui est Radar, justement, les news. Allez, les news et la première news, ça va concerner Meta. Et oui. Avec son fameux casque qui a été annoncé avec un prix. Bon, on en parlera après. Voilà, mais c'est pour les pros. Ah bah oui. Les pros, ils ont les moyens. Parce qu'il s'appelle le VR Meta Quest Pro. Exactement. Voilà. Donc le Meta Quest Pro casque VR, mais qui fait pas que de la VR. Non. Hein. En fait, il fait VR, VA, ce qu'on appelle de la réalité mixte. En fait. Ils ont volé le HoloLens de Microsoft. Voilà. Donc de la réalité augmentée avec donc des caméras qui permettent comme ça de projeter. Je vous mets en même temps à quoi ça ressemble pour que vous puissiez voir, même si on avait déjà vu toutes les photos avant. Oui. Donc, parce qu'il avait été trouvé, je crois, dans une chambre d'hôtel ou un truc comme ça. Je sais pas comment ils font. Donc un casque de réalité mixte, donc comme je vous le disais, et dedans en fait on va avoir des caméras qui vont pouvoir comme ça projeter, et jusqu'à présent c'était des caméras noir et blanc qui permettaient juste d'assurer le suivi, alors que là c'est vraiment pour voir en couleur ce qui se passe. En fait on voyait à travers le Quest 2 en noir et blanc. Ouais, exactement, voilà. C'est ça. Toi t'en as un? Ouais, j'en ai un, ouais. Okay. Et donc tu as deux écrans qui restent, deux écrans LCD, par contre on augmente la résolution, on passe en 3600 par 1920, donc une très belle résolution. Pas mal. Ensuite, on va avoir un champ de vision qui s'agrandit 106 degrés en vertical et 96. Ça reste étroit. Oui, mais ça s'agrandit par rapport à ce qu'on avait dans le Quest, hein, quand même. Un Snapdragon XR-R2+, 12 Go de RAM, pas mal quand même. Le poids est correct, 722 grammes. Par contre, bien réparti, ce qui fait que quand on le met, en fait, il y a du poids aussi à l'arrière maintenant, là où sur le Quest 2, tout le poids est à l'avant. Oui. Donc ça, c'est pas mal, tiens. Je continue à faire défiler un peu les images. Stockage 256 Go, je ne sais pas si on peut faire plus, mais il doit sûrement y avoir quelque chose là-dessus. Et on va avoir une batterie qui va durer à peu près 1 à 2 heures selon l'utilisation. C'est un peu court hein, quand même, et avec un dock de charge pour recharger en 2 heures ton casque. Bon, voilà, c'est pas... Ah, j'avoue que c'est pas incroyable. Ouais, pour une utilisation pro. Parce que clairement c'est du pro. En Wi-Fi tu vas avoir du 6E, ça c'est très bien, des dernières normes. Ils avaient dit qu'ils arrêtaient quand même. Ils avaient dit maintenant on simplifie, ce sera Wi-Fi 5, 6, 7. Ouais. Et en fait ils recommencent avec le 6E. Ouais, malheureusement. 6E prime turbo. Les vieux travers, exactement. Ils reprennent le marketing chez Sony. Donc là, effectivement, on va avoir une comparaison qui se fait maintenant beaucoup avec les HoloLens. Oui, on est vachement proche de ça. Faire passer les images. Ouais, vas-y. En fait, on est beaucoup plus proche de ça. On est sur effectivement une gamme pour les pros. Et donc, on a un prix pro, tu en parlais tout à l'heure, puisqu'on va se situer en lancement à 1799 €. Oh, une bagatelle. Bon, après, quand tu connais le prix des HoloLens, ouais, finalement, c'est pas cher. Pour ce qu'il fait... Pour la qualité qui est présentée en tout cas, clairement, c'est franchement quelque chose d'intéressant. Maintenant, pour les pros, maintenant, il faut qu'il arrive à séduire et à bien montrer qu'il va être au rendez-vous. Mais par rapport à du HoloLens, effectivement, on est sur plus. Et sur HoloLens, le champ en fait, de réalité augmentée est extrêmement réduit. Oui, en fait. Oui. Alors que là, il est beaucoup plus grand au niveau là, pour le coup, c'est un vrai concurrent sérieux. Comme nous dit Bavarois, c'est comme pour les normes USB, USB-C. C'est vrai. Bref. Tiens, il y a un truc sur l'image précédente, sur celle-ci. Pendant la conf, ils ont quand même annoncé aussi qu'ils avaient inventé les jambes pour les avatars. Ah, mais là, pile sur cette photo-là, il n'y a pas les jambes. Ils ne sont pas de chance. Ouais. Voilà. Après, ils ont aussi, alors j'ai pas la photo, mais ils ont montré aussi des avatars qui sont maintenant en photoréaliste, en fait, tu sais, de ton visage, qui sont repris. Ce qui me paraîtra quand même beaucoup plus possible, parce que là clairement quand ils te montrent ça, tiens je vais reprendre l'image du tour de table, mais faire des visios comme ça, enfin entre ça et dégainer ta caméra et faire ta visio, bah, franchement c'est quoi l'intérêt? Ouais, je suis d'accord. Donc pas d'intérêt. Ça c'est déjà des choses qu'on avait déjà vues jusqu'à présent avec la réalité augmentée, avec rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est ça, avec la table qui se transforme en jeu. Sur le principe c'est fun, c'est génial, on dit waouh c'est super. J'en fais quoi? Voilà. Oui, en fait, la vraie problématique, alors il existe des usages pour les HoloLens, que les choses soient claires. D'ailleurs, dans l'industrie notamment. Ouais, d'ailleurs, HoloForge ici, qu'on avait reçu,
justement, est très en avance sur ce genre de choses. D'ailleurs, souvent, c'est les HoloLens couplés à d'autres capteurs. Typiquement, pour la radioactivité dans une usine, tu as des compteurs Gégère et plutôt que d'avoir juste des chiffres, en fait, il y a une espèce de cartographie de la radioactivité en 3D, tu sais, et en fait, les HoloLens se chargent de projeter ça, en fait. Donc, comme ça, tu vois les zones contaminées et tout ça. C'est plutôt bien. Il y a aussi la formation sur des machines chez UPSA à Agen. Je sais qu'ils ont des HoloLens parce qu'en fait, ils ont des grosses machines industrielles, tu sais, pour les médicaments. Et en fait, ils ne peuvent pas arrêter la prod. Donc, en fait, mettre une nouvelle machine qui coûte extrêmement cher pour la démonter, c'est extrêmement complexe, ça prend du temps. Et du coup, pour la formation sur la mécanique de ces machines-là, ils ont en fait une version remodélisée en 3D qu'ils peuvent éclater grâce au HoloLens, visualiser chaque pièce et tout ça, et du coup comprendre le fonctionnement sans avoir besoin de démonter des vraies machines qui sont souvent extrêmement lourdes, etc. Tu trouves de l'intérêt, il y a des usages pro. Tu sais, pour apprendre en formation. Autre point qui est la caméra interne. Donc maintenant, il te filme aussi à l'intérieur. Et il te filme et il va avoir aussi derrière un suivi des yeux, un eye tracking qui va permettre de savoir aussi où est-ce que tu t'orientes, qu'est-ce que tu regardes, pourquoi. Après, ça c'est aussi intéressant pour eux parce qu'en fonction, il y a des systèmes qui font que en fonction de là où tu regardes, ils vont augmenter la résolution dans la zone que tu regardes et la baisser ailleurs pour essayer aussi d'économiser de la batterie ou de la capacité de calcul. Donc tout ça c'est très intéressant aussi pour optimiser. Aussi pour savoir ce que tu regardes en premier pour du marketing ou autre, quand même. Mais en tout cas, c'est vraiment abouti. Ils ont vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Après, si tu regardes, donc c'est Meta qui le sort, c'est plus Facebook. Ils sont allés à fond dedans. Et aujourd'hui, tu te dis qui suit, en fait. Pas tant que ça. Ouais, et en fait, peut-être qu'il y a une vraie raison. Moi, je pense très sincèrement, alors je le dis aujourd'hui et vous pouvez le noter et vous pouvez clipper tout ce que vous voulez, mais je pense que ça va être un flop. Ouais. Pour diverses raisons, ça va être un flop. C'est pas parce que c'est méta, mais tu vois, Microsoft a essayé avant. Alors je sais que Microsoft, c'est des spécialistes abonnés au flop, Windows Phone si tu nous écoutes. Mais je pense que la stratégie qu'ils ont mise en place autour de ça, et pas. En plus, c'est Meta qui a une mauvaise réputation, enfin Facebook qui est derrière. Il y a plein de facteurs qui me font dire que ça ne marchera pas. Il y avait cette histoire de vouloir vendre des NFT sur des costumes et des machins. Enfin, ça sent la fumisterie à plein nez. Et j'ai un gros doute que ça puisse vraiment fonctionner. Microsoft, tu sais, a signé un contrat de plusieurs milliards de dollars avec l'armée américaine, tu sais, pour fournir des casques HoloLens. Donc, ils ont fait des versions tactiques des HoloLens. Et on a eu enfin le premier résultat des enquêtes qui n'est pas hyper brillant, parce qu'ils expliquent que le casque est extrêmement encombrant, il limite la mobilité des soldats, il provoque des nausées. Parce qu'en fait, comme il court, le tracking est complètement perdu. Du coup, les soldats ont des maux de tête, il y a des problèmes de nausées. Pire que ça, les soldats du coup sont repérables facilement dans le noir parce que la lentille qui projette les affichages en fait qu'on voit leur tête. Pour les headshots, c'est parfait. Donc, il y a plein de choses qui font que même dans cet usage-là, c'est pas du tout adapté. Et c'est quand même 80% des cas, les histoires de nausées et tout ça. C'est pas rien. C'est pas rien. Oui. Donc, y a de l'idée, tu dis pourquoi pas. Ouais. En fait, on a tous vu Ready Player One avec les casques que tu mets et qui projettent. Mais je suis désolé, je vous remets quand même l'image, mais on est à des années-lumière quand tu vois là, ça c'est pas Ready Player One quoi. Non. C'est nul. Ça envoie pas du tout du rêve. Donc même malgré l'éloignement ou autre. Et ensuite, on avait déjà parlé d'ailleurs dans un bit de la capacité de calcul nécessaire pour pouvoir faire du Ready Player One, c'est-à-dire vraiment un univers virtuel construit qui puisse ressembler à quelque chose, qui puisse ressembler à un univers réel, qui puisse se projeter, dans lequel on va venir un peu rêver en fait de sa meilleure vie entre guillemets dans le virtuel. La capacité de calcul, c'est quelqu'un d'IBM en fait qui avait été interviewé là-dessus. Il a dit mais on n'y est pas. En fait, non. Il va falloir une capacité de calcul démentielle, donc énormément d'énergie. Surtout que leur projection était à 5-10 ans. Ouais. Il dit on n'y sera pas. En fait, on ne sera pas en capacité de pouvoir fournir la capacité de calcul si on veut faire de la masse. Et en fait, quand toutes les boîtes sont en train d'essayer de faire des économies d'énergie, c'est ça. De YouTube qui dégrade la 4K, enfin qui fait payer la 4K pour justement régler ces problématiques-là, etc. J'ai un gros problème quoi. Tu rames à contre-temps là. C'est ça en fait. Ouais. Ils sont pas du tout dans le sens de l'histoire. Et pour moi, c'est un vrai souci et qui fait que, ok, techniquement, la prouesse est là,
Ça s'arrête là, quoi. En fait, toujours pareil, attendons de voir, et ça fera une transition d'ailleurs avec le sujet suivant, Yes. attendons de voir ce que va faire Apple sur le sujet, mais on dit Mais toujours, même là, Apple, enfin, il commence par les usages, ouais. et une fois qu'ils répondent à un problème, à un besoin, qu'ils vont venir d'ailleurs créer avec du marketing, hein, c'est Ouais. comme ça que le marketing marche, mais ils viennent répondre à un besoin, à un problème. Et là aujourd'hui, Meta essaye d'apporter quelque chose. Essayer de créer un besoin Ouais, qui n'existe pas en fait. et c'est pas en mettant la photo de la réunion qu'on vient de voir que moi ça me donne envie d'essayer d'investir dans des casques, quoi. Si Apple me faisait la même présentation, je dirais la même chose. Ouais. Moi je dirais que c'est bien parce que je suis vendu à Apple, mais autrement, ouais. Franchement, évidemment que tu l'achèterais histoire d'avoir l'objet collector, de machin, de trucs, mais Bon, alors on fait le lien avec Apple justement. Allez. Alors là, c'est vraiment une petite rumeur, news, hein. C'est juste pour relayer. Je me dis, tiens, ça c'est intéressant. C'est sur le casque de réalité augmentée d'Apple, qui, bon, le sujet qui revient chaque année, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on se dit, ça y est, il arrive, il est là, il est là. Moi, j'ai des gros doutes. Beaucoup disent 2023, c'est l'année, ça y est, ça sort. Moi, j'ai un gros doute parce que je pars du principe que ça sera d'abord avec des usages, donc plutôt une WWDC pour essayer de bien avancer sur essayer de donner envie. Et éventuellement, une présentation de produit, juste me dire voilà vers quoi on va. Et les gars, on s'en reparle en WWDC et allez-y, poussez du code, poussez des applis pour avoir derrière. Éventuellement ça, mais une vraie présentation, j'y crois pas. Et ensuite, je me dis, en termes de miniaturisation, pour moi, la technologie n'est pas suffisante aujourd'hui. Mais je demande à être surpris. Moi le seul truc qui me fait dire que ça va dans cette direction, parce que je suis pas. Voilà. C'est de voir qu'en fait, ils continuent à intégrer des lidars dans certains des appareils, comme l'iPad Pro, etc. Et ça sera une des news d'après. Mais tu vois, j'ai du mal à comprendre encore aujourd'hui l'usage du lidar, à part 2-3 cas extrêmement spécifiques de modélisation 3D et tout ça. Mais il y a peu d'intérêt de la présence du lidar sur même les téléphones ou les iPads. C'est pas ça qui va te faire changer et acheter un iPhone dernier cri en tout cas ou un iPad, juste la partie lidar, clairement, quoi. Ouais. Enfin, et elle fonctionne à travers ta coque là d'ailleurs? Je sais pas essayé, je m'en sers pas du lidar. Ah bah oui, c'est pas faux. Alors lui il s'en sert par contre, hein. Il s'en sert pour les photos, pour pouvoir évaluer les distances ou autre, donc ça apporte du plus, hein. Donc là la petite news c'est quoi? Et je trouvais ça c'était assez intéressant, c'est que Apple pourrait envisager, je vous mets une petite image de concept, hein, de faire payer en fait avec votre œil. Et donc vous connaissez tous le Face ID. Et bien là, ça serait le Face ID, mais au niveau de ton iris. Quand on paye avec ses fesses, le Face ID. Ouais, non, c'est pas tout à fait ça. T'as raté le concept. Par contre, ça m'intéresse de savoir si ça passe. Écoute, la carte bleue. Bon, pardon, on va s'égarer. Avec la rétine en fait. Exactement, ouais. Et je me dis, bah oui, c'est pas con. Effectivement, si t'as le truc sur le nez, tu vas pas aller sortir ton iPhone. Et donc, comment on fait ton casque pour t'authentifier? Alors, tu peux imaginer que tu as un petit bouton, et comme sur un iPad Air, tu appuies dessus. Oui, un Touch ID sur le casque. Tu mets le doigt, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. Donc, s'il peut y avoir ça, c'est top. Après, c'est toujours pareil. C'est réduire la complexité pour pouvoir faire en sorte que les gens s'en servent. Et effectivement, si tu n'as rien à faire et que ça paie automatiquement avec ton iris, et donc c'est totalement sécurisé puisque c'est unique, il n'y a pas de sujet. Tu dis que c'est forcément une très bonne idée. Et ça fait vraiment sens. C'est pour ça que j'ai sélectionné, parce qu'il y a plein de rumeurs. Mais celle-là, le jour où ça sort, j'y crois sur le fait que ça soit proposé. Oui, ça pourrait. Donc, voilà, donc après, les paiements par selfie, c'est déjà des choses qui existent. Un Mastercard le fait. Mais là, vraiment, on a intégré au niveau des yeux. Donc, même bien, tu vois, il a utilisé 2 fois le lidar sur son iPad. Ah ouais? Pas mal. Sans doute pour scanner une pièce ou un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, c'était une petite news, mais très rapide dessus. Ah, je sais de quoi tu vas nous parler après. Allez, un petit peu d'IA et donc de la proposition de Microsoft. Et je vais dire que c'est même la contre-proposition de Microsoft. Puisque... Tu t'es inscrit à la bêta? Alors, de Microsoft, oui. Ouais, et donc, en fait, ils ont sorti également, en fait, c'est la contre-proposition par rapport à ce qu'on appelait DALL-E. Ouais. Donc, DALL-E, ça s'écrit D-A-L-L espace E, enfin, -E et le 2. Qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc moi j'adore, je vous mets une petite image d'illustration, si je ne me trompe pas, c'est bien celle de DALL-E, où on vient rentrer en fait des informations, et là on va dire, je veux un astronaute en portrait et avec une peinture de type classique, c'est-à-dire de type d'époque. Ouais. Voilà.
et il génère ça automatiquement. Et moi, je trouve ça génial en fait. Ouais. Alors, tu vas pas dire c'est la mort des artistes, parce que clairement, hein, comment ça se passe? Donc, c'est du machine learning, ça s'entraîne avec énormément de peintures, d'œuvres qu'il va venir récupérer, qu'il va venir analyser pour comprendre ce qu'il y a dedans. Il va déterminer des styles et ensuite il va faire des dérivés de styles pour arriver à générer l'image que tu as demandé. Mais par la suite, je le vois très bien s'intégrer dans des processus de création. En disant en fait, tu as un atelier de brainstorming et tu écris en fait au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, au lieu de dessiner et puis d'essayer de faire des maquettes un peu avancées ou autres, tu dis tiens, un astronaute qui veut machin, hop, tu écris, il te fait des images et puis ça te permet de rebondir en fait, tu vois. Pour générer des images, même d'illustrations, des vignettes YouTube et tout ça. Oui, pourquoi pas. Mais non, mais c'est pour surtout se dire en fait, tiens, j'ai une idée, attends, j'essaie de la sortir, et puis on enchérit, et ensuite derrière tu passes sur Photoshop ou autre, et puis tu t'exprimes. Mais ça permet de faire toute la phase de conception en amont, je trouve ça pas mal. Et donc Microsoft répond entre guillemets, puisqu'il propose aussi un mécanisme de création d'images via intelligence artificielle. Et je vous montre ça, ça ressemble à ceci. Donc je vous ai montré le DALL-E avant, et puis pour le coup c'est assez proche. Donc pareil, on rentre une description et on lui demande de générer une image. Et il génère l'image. Donc c'est tout récent, ça date du 12 octobre. Et donc c'est avec Designer qu'on va faire ça. Donc c'est le nom de la solution. Et donc on met une idée et on laisse l'intelligence artificielle qui va faire en gros le gros du travail, et derrière on va le reprendre. C'est exactement le cycle de production en fait que je viens de te décrire, et ça va comme ça permettre d'affiner. Hop, je vous montre un autre petit exemple, et donc sur cet exemple là en fait on voit directement intégré dans l'outil Designer le fait de pouvoir toujours pareil remplir un champ avec une idée. Et ça va générer carrément des cartes avec des images. Là, en fait, l'idée, c'est de créer un flyer ou une affiche. C'est ça. Pour le Kitten Adoption Day, donc le jour d'adoption des chatons. Et du coup, il crée automatiquement une affiche, etc., ou un concept. Voilà. En fait, il s'inspire beaucoup de finalement ce qu'ils avaient déjà proposé en PowerPoint. Tu sais, il y a beaucoup de choses où ils te génèrent automatiquement des presse et tout ça. Là, l'idée, c'est qu'ils ont rajouté cette grosse partie de machine learning et d'illustration. Là, en fait, il va piquer des photos sur Internet, faut pas se leurrer. Ouais, et alors justement, hein, c'est un des points, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes qui se méfient en fait du sujet et qui disent, mais attendez... si tu mets peinture dans le style de Van Gogh, il te fait un Van Gogh. Ouais, mais en fait, alors Van Gogh à la rigueur, mais en fait, ils vont te dire, dans les images, en gros, est-ce qu'on n'est pas venu piller mon travail pour entraîner l'IA et que derrière, il est en train de générer des images à partir de ce que moi j'ai créé, en fait. Donc, entre guillemets, on va venir quand même voler mon œuvre. Voilà. Et ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'encore une fois, pour pouvoir générer tout ça, c'est qu'il a dû assimiler beaucoup d'autres images qu'il a analysées, décortiquées, et ces images, elles ne sont pas forcément libres de droit. Voilà. Donc c'est tout le débat en fait qu'il y a dessus. Et ensuite, bien sûr, les inquiétudes qui sortent. Avec DALL-E, j'avais fait des Steve Jobs. Ah, sympa. Très sympa. Ok. Voilà. Et donc des dérives aussi possibles avec la création d'images violentes ou autres via ces outils-là. Donc bon, à suivre, mais bon, ça fait quand même partie des possibilités de l'IA, où là, l'IA est ultra performante, parce qu'il faut savoir, les IA sont ultra performantes dans des domaines très précis. Et là, sur celui-là, ils sont ultra performants et peuvent vraiment aider pour moi dans le cycle de production, sur tout ce qui est graphisme. Donc à retenir et à utiliser, je pense, dans les cycles de production une fois les problèmes de droit levés. C'était les petites news rapides. Et tu proposais qu'on se parle un petit peu de l'annonce du jour. Eh oui, parce qu'en fait, il s'est passé pas mal de choses pendant que vous étiez au travail aujourd'hui. En fait, c'est l'arrivée de quelques nouveautés chez Apple, donc un iPad Pro M2, une Apple TV 4K, iPadOS 16.1 et macOS Ventura. Donc, alors macOS Ventura, c'est pas pour tout de suite, comme iPadOS d'ailleurs. On est plutôt sur une date au 24 octobre, donc bon, autant vous dire, c'est vite. Ça arrive. C'est quoi, c'est lundi ou mardi prochain? Ouais, j'ai vérifié. Un truc comme ça? Moi, je crois que c'est ça. C'est lundi prochain. Ouais, c'est ça. Donc, avec la nouvelle version de macOS Ventura, avec Stage Manager et tout ça. Il y a la release candidate aujourd'hui pour tous ces OS-là et pour iPadOS 16.1. À noter quand même, surtout la plus grosse nouveauté, c'est ça.
Et ça, non, ce ne sont pas des iPad mini ni Ouais. des Pro, mais c'est juste des iPads tout court. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait l'update des iPads, alors avec des couleurs un peu flashy. Un bleu qui est plus bleu encore, je crois, que le RM1, ou c'est à peu près le même peut-être. Ouais, ça fait penser Il y a un au rouge-orange, Pro, un tu vois, jaune. un peu. Ouais, c'est ça, un jaune et un Avec le gris. Pro. Ouais. Avec un nouveau clavier aussi, d'ailleurs, oui. qui va avec. Ouais, on en parle tout à l'heure d'ailleurs des Oui. claviers pour iPad, mais typiquement ça c'est le genre de clavier qui est très sympa quand tu le poses sur une table. Par contre, Sur les c'est genoux. hyper Ouais, c'est compliqué le sur les reproche genoux, qu'on quoi. faisait à la Surface Voilà. pendant longtemps. Mais voilà, donc ça, ce sont les nouveaux iPads. Donc Quad 9 A15 sur les iPads. Donc on n'est pas sur du M1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir l'extension d'écran sur un écran externe. C'est réservé au M1 sur les iPads. Ouais, et notamment le Stage Ouais. Manager. Et mais encore là, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire la dernière mise à jour d'iPadOS. croise les doigts. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Parce que tout à l'heure, ça buguait et je ne sais pas pourquoi. Parce que en fait, ça marche très bien chez moi. Mais là, sur cet écran-là, c'est la première fois que je faisais le test sur cet écran Dell et ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va regarder. L'iPad Pro M2, bah, finalement, c'est juste un update logiciel. Ouais, hyper décevant, quoi. Pas logiciel, matériel. Matériel parce qu'en fait, avec on passe la du puce, M1 quoi. au M2. C'est juste ça. Mini LED, tout ça. Je crois qu'il y a quand même le mini LED maintenant sur la version la petite. Alors qu'avant, c'était réservé à la 12.9, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est possible. L'Apple TV 4K, en fait, elle baisse de prix aux États-Unis. La 64 Go vaut maintenant $129, mais elle perd son port Ethernet. La version 128 Go, elle garde le port Ethernet et du coup est plus chère, puisque je crois qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de dollars de plus. Chez nous, c'est 169 et 199, je crois. Les tarifs de l'Apple TV 4K, elle profite aussi du HDR+. Voilà, en fait, il n'y a pas eu vraiment de gros trucs. C'est pour ça qu'en fait, le soi-disant keynote que éventuellement peut-être on pourrait avoir, eh bien en fait, on l'a pas. Voilà. Tiens, regarde, tu vois, j'ai demandé à Dali de nous générer un iPad Pro connecté à un écran. Bon, il me l'a pas fait. Il m'a juste fait des iPad Pro. N'empêche, regarde, il est stylé l'iPad Pro, celui qui est en bas à droite. Ouais, Là. joli. Et c'est Très généré sympa. par l'IA, tu vois. Bon, Ouais. bref. Midjourney. On fait travailler les IA pendant qu'on bosse. Ouais, tu vois. ouais. Après, n'empêche, ils peuvent nous faire des illustrations pour la les vignette. vignettes et tout, quoi. Ouais. Ça peut être cool. Voilà les nouveautés. Bon, honnêtement, cet iPad, qui est plutôt joli, en fait, ça y est, maintenant, toute la famille iPad dispose du même design. Pas de Face ID, mais Touch ID. Connecteur USB-C aussi. Hein. Alors, Pour le connecteur USB-C, puisqu'en fait, il reprend justement les nouveaux Ouais. designs. Par contre, c'est assez étrange parce que sur le site internet, il nous montre l'ancien stylet, qui lui est en Lightning. Alors, oui, mais ce que justement, cet iPad Est-ce- ne prend pas le nouveau stylet. Toujours pas. Il prend toujours l'ancien, Toujours l'ancien. mais l'ancien, lui, se charge en Lightning. Ou alors, ils ont sorti Ah, une nouvelle version pas bête. de l'ancien stylet. Tu vois, iPad Air nécessite un adaptateur USB-C Ah, ben vers voilà. Apple Pencil. Donc, il y a un Bon, nouvel adaptateur. ok. Donc, du coup, tu mets l'USB-C qui a une sortie Lightning femelle dans laquelle tu branches le truc. Du coup, il y a un adaptateur sur stylet. C'est moche. Géant. quand même. Là, c'est moche. Pour du Apple, c'est moche. Il n'y a pas de port magnétique, etc. Donc, bon, ça fait un peu... c'est un entre-deux un peu étrange, quoi. Alors, sur le Pro, tu as aussi quand même des évolutions parce que tu as une détection en permanence du stylet avant qu'il se pose, donc pour pouvoir avoir une plus grande finesse, donc tant mieux. Ouais. La caméra aussi de l'iPad normal vient se décaler en haut en mode paysage. C'est Oui. que ça évite d'être centré sur le côté, mais d'être en hauteur, ce qui est juste normal. Hein. Bon, voilà, c'est juste bien vu, mais c'est pas une évolution extraordinaire en fait, c'est normal de le faire. On trouve, comme tu disais, le Touch ID que l'on avait sur l'iPad Air, donc il ressemble beaucoup à l'iPad Air hein, quand même. Par contre, là où ça fait mal, c'est le prix. C'est le prix. Alors, le prix, il ressemble beaucoup à l'iPad Air aussi. Aussi, ouais. 589 €. Il a pris 200 €. Et alors, à noter quand C'est même énorme. qu'ils en ont profité aussi pour augmenter le prix de l'iPad 9e génération, C'est ça. qui est passé de 389 à 439. Il a pris 50 € dans Le même. dans la vue. C'est le même, il n'a pas changé. Donc, c'est un Là, peu... ça, c'est l'inflation. C'est vrai, c'est l'inflation, comme tu dis. Il y a des nouveaux claviers, du coup. Les nouveaux claviers qui, eux aussi... Bon, voilà, hein, le Magic Keyboard à 369 Ouais, €. mais qui évolue pas pour le coup, hein, le Magic Keyboard. Hein. Le Keyboard Folio, El Famoso, c'est Voilà. le nouveau. Celui que vous avez vu en photo. 296, celui qu'on a vu en photo. Franchement, 299. Ouais, Putain, moi je. C'est je vends hors pas. de prix. Donc Ouais. voilà. Bon, en fait, on se rattrape sur les accessoires. Bien qu'on Ouais, on se soit... rattrape et on en augmente même de temps- 200 €. Ouais. C'est ça. C'est- Quand on voit que l'iPad Air, justement, l'iPad Air M1, je t'avais dit qu'il ne serait pas mis à jour. Ouais, Tu vois, tu, je t'avais dit. Hein. tu l'avais.
Tu vois, il est un peu plus vert. Il est à 789, donc, et oui, il a augmenté, parce qu'avant, il était moins cher. Il était à 600 et quelques, lui, il a pris 90 €, je crois. Donc, ouais, il était moins cher. Ah oui, c'est pour ça aussi alors. Donc, tout a augmenté, hein, de toute façon. Donc, Alors ça c'est pas le bon plan parce que moi qui attendais pour acheter le R justement pour qu'il baisse Après, il y a- en espérant que les autres sortent. il y a des remises étudiantes. Ah, Si ça peut t'aider, tu l'auras à l'ancien prix. Avec une remise étudiante, ça peut se négocier, tu vois. Apple pour l'éducation, voilà, enseignement supérieur, typiquement. de toute façon, je voulais me reformer là, c'est l'occasion. C'est parfait et du coup, je te montrerai les prix tout à l'heure après l'émission si tu veux. Donc en tout cas pour moi le Pro, alors tu sais, ça va faire comme l'iPhone 14 versus le 13 quoi. Là, je suis désolé, mais l'iPad Pro, donc on a le M2, alors je sais plus, il y a 12% ou 18% de capacité en plus. Moi déjà, avec un Pro M1, je vois pas comment en utilisation classique, j'entends. Oui. On arrive au bout des perfs. Ah non, mais moi Donc non se plus. dire que tu as 12% de plus de performance, pour faire quoi? Ouais, exactement. Voilà. Pour le grand public, hein, si vous avez vraiment des besoins très spécifiques, faites des gros montages vidéo sur votre iPad, vous êtes un peu fou, ben ok, pourquoi pas. Mais autrement, je vois vraiment pas. Je pense que c'est pour c'est pour les vidéos, c'est ça? Où tu as la capacité d'avoir, c'est quoi? C'est le ProRes, c'est ça? Ouais. Sur l'iPad Pro maintenant. Donc, si vous faites des photos ou des vidéos avec votre iPad, hyper adapté pour, bah, ok, ça peut être intéressant. Donc, pareil, je vois pas l'intérêt du tout. Sur ça. Ensuite, par contre, si vous faites du graphisme dessus, visiblement, ils ont amélioré le capteur, la capacité. Ouais. Donc là, je me prononce pas. C'était déjà très bien en fait. C'était déjà vendu comme étant C'est déjà quasiment l'état de comme l'art un- oui, c'est ça. Donc, comme sur un crayon. Donc bon. Donc là, aujourd'hui, je vois pas du tout. Clairement, pour moi, c'est la génération qu'il faut sauter ouais. et attendons le prochain pour voir ce que ça va donner. C'est Parce ça. que là, franchement, Non, je très vois pas clairement. l'intérêt. Même bien qui dit remise étudiant 100 € utilisable selon ses accessoires MDR. Non, avant, c'était pas ça. La remise étudiant, c'est 10% sur les ordinateurs. Donc, moi, j'ai 10% sur les MacBooks et sur les iPads. Et il y avait jusqu'au 17 octobre, en plus, 150 € de carte cadeau qui était valable chez Apple. Mais surtout, en fait. Donc, tu pouvais acheter un iPhone avec les 150 € par D'accord. exemple. Ouais, sympa. Ou peu importe. Donc, bref. Enfin, c'était ça l'offre jusqu'au 17 octobre. Maintenant, il n'y a plus que la remise, il n'y a plus la carte cadeau de 150 € du Back to School. Mais bon, voilà, c'est ça la diff. Bon, parlons écologie, parlons Stadia. Stadia, exactement. Allez. On en parlait rapidement la dernière fois, une petite Ouais. news rapide aussi, hein. C'était juste pour se dire, la dernière fois, on avait dit, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces De ces- anciennes manettes, Eh ben ouais. en fait. Et donc, entre-temps, on a eu des infos et il y en a qui se sont mis dessus. Donc, il y a un dénommé Parsaha Étonnant. qui a réussi à contourner le problème donc, du branchement à l'ordinateur. Il a développé ce qu'on appelle le Stadia Wireless et ça permet en fait tout simplement d'utiliser sa manette sur un ordinateur. Par contre, c'est pas hyper simple parce qu'il a fait ça dans le langage Python, donc il faut pouvoir télécharger le logiciel, dézipper les fichiers, il faut extraire, exécuter. Autrement dit, c'est un truc de barbu. Mais c'est juste pour dire, la manette n'est pas morte et vont j'ai simplifier lu ça. et aussi une petite news disant que de toute manière, ils ont l'intention de développer un firmware et on pourrait il a transformé le truc en mettre à jour la manette Ça semble logique. qui permettrait comme ça de pouvoir se resservir de Ça, sa c'est la manette. version noire, toi, elle était blanche, je crois. Moi, c'était la blanche, ouais, tout à fait. Mais elle est plutôt jolie. Enfin, en Ouais. plus. Et la manette est vraiment cool. Oui, elle est ergonomique, je Elle est trouve. vraiment très ergonomique, elle est très bien. Mm. Donc, ça aurait été dommage de la laisser dans le placard quand même. Ah bah clairement, ça va être Donc dommage voilà, de perdre c'était ça. juste pour faire suite au dernier bit, c'est se dire non, ils vont pas la laisser mourir dans un coin et ils vont bien vous proposer de vous en resservir. Et moi, entre-temps, j'ai eu le mail de Google pour me dire que tous mes achats vont m'être remboursés et ainsi de suite. Donc c'est cool, mais je n'en ai Merci. pas fait. Voilà. Donc, bon. Merci. Ouais. On va vous rembourser 0 €. Voilà, c'est ça. Parfait. Après, ils ont dit que ça peut prendre plusieurs mois en fonction des montants. Bah 0 €, ça va prendre du temps, je pense. Voilà. Non, mais c'est juste que je pense qu'ils parlent jusqu'à 1 an ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'ils prévoient sur 6 à 1 an, de 6 mois à 1 an. Ils ont pour pas d'argent faire ou les quoi, remboursements. Google? Bah, je pense qu'il y a de la masse hein, quand même hein, qui était passée. 3 personnes. Alors, du coup, parlons un peu voiture électrique. On reste dans la partie écologie avec le sujet qui Le sujet nous qui anime agite tous, un peu mais alors, dans tous les l'internet sens. total. Exactement.
pour Oh, tu savoir. avais une Ioniq 5 en illustration. Ben oui, écoute, Pour changer de Tesla. pour changer un petit peu. Et effectivement, dans le test, ils te disent, bon, alors, on va rentrer dans le test. Mais en gros, c'est une étude de l'ADEME qui essaye enfin de pouvoir arbitrer le sujet. Et il montre que sur l'ensemble de sa durée de vie, une voiture électrique roulant en France, on va voir pourquoi en France, a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui d'un modèle similaire thermique. Voilà, l'étude est faite. On arrête sur le sujet. Alors pourquoi en France? Parce que si tu roules en électrique mais en Chine, où ta production d'électricité C'est au est charbon. majoritairement faite par le charbon, eh bien ça mettra beaucoup plus de temps. Bah oui. Voilà. Par contre en France, on a l'avantage d'avoir un parc nucléaire, même s'il n'est pas flamboyant aujourd'hui, et donc on a de l'électricité décarbonée. Vaut mieux qu'il soit pas trop flamboyant d'ailleurs, Oui. le parc nucléaire. Effectivement. Et donc on a l'électricité décarbonée. On peut avoir d'autres problèmes, mais en tout cas, sur la partie carbone, effectivement, c'est une des rares sources d'énergie qui permet de pouvoir faire de l'électricité sans émettre de carbone. Tout à fait. Donc effectivement, c'est pour ça qu'en France, il va falloir 2 à 3 fois, enfin ça va être, pardon, le carbone sera 2 à 3 fois inférieur à celui d'une voiture thermique. Ensuite, ce qu'ils te disent, J'ai vu qu'il fallait faire au moins, je sais plus combien ça devient vraiment, en fait on bascule du côté Ouais. économie à partir de 40 000 km je crois, un C'est truc comme ça. ça. Alors ça va dépendre des voitures et ça va aussi dépendre beaucoup de ta batterie. Ok. Donc en gros, ils te disent que idéalement, il faut que tu aies une batterie en dessous de 60 kW. Merde, je suis à 64. Ah, bon, faut que tu la revendes. Merde, ok. Et Je te la revends à moitié prix. non, mais moi j'ai une Dacia Spring, je suis dans les clous. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que, tu vois, typiquement la mienne, elle a 64 kWh, mais je fais mon dernier cycle, où j'ai pas fait d'autoroute, j'ai fait 630 km. Ah oui. Je sais pas si tu te rends compte, la consommation C'est du dingue. coup Non, mais ça, c'est que dingue. j'ai sur ce véhicule, qui est, en plus, elle fait 1 tonne, attends, je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 1 tonne 7. On va voir, poids, Kona, EV, leur poids avec En un S. attendant, Vas-y. j'explique. Donc en gros, il y a la taille de la batterie, la taille et la capacité tonne de la 7. batterie. Et la capacité de la batterie va être liée au poids de la voiture. en fait. L'hybride, 1 tonne 451. Ouais. Ouais. Alors c'est tout le sujet. 1 tonne 7, en fait, tout le débat est de dire aujourd'hui, tu vas déplacer 1 tonne 7 pour transporter 80 kg, quoi. Ouais. Ce qui n'a aucun sens si tu es tout seul dans ta voiture. Donc plus tu vas réduire la taille de ta voiture et donc le poids de ta voiture aussi, et plus tu vas avoir besoin d'une batterie moins puissante, et tu vas déplacer par exemple 800 kg pour transporter 80 kg. Donc ça reste un ratio qui est quand même pas extraordinaire, mais bien mieux que 1 tonne 7. 1 tonne 3, ma Corolla, c'était. De mémoire, je crois que la Tesla, ma Tesla, je crois que c'est 1 tonne 7 ou 1 tonne 8. Donc c'est une aberration, par exemple, une Tesla, d'un point de vue écologie, on va pas résoudre les crises Ah ouais, 1 climatiques tonne 7 avec à une 1 tonne Tesla. 8. Ouais. T'es plus lourd. Ouais. Donc, sur une Tesla Model 3. hein. Oui. Et donc, pour le J'ai pas coup, pris le si tu Model X, regardes parce que sur là- les batteries inférieures à 60 kW, ben, c'est l'exemple de la Mégane E-Tech, la Fiat 500 électrique ou la Volkswagen ID3. C'est pour ça que j'avais mis l'illustration. Ensuite, on Ouais, parle... mais en même temps, tu vois, c'est moitié vrai. C'est-à-dire que typiquement, la mienne, je suis à 64, donc là, je suis au-dessus des 60. Mais je consomme, je suis en moyenne. Alors, depuis que je l'ai, j'ai fait 9000 km. Ma moyenne est à 12,2 parce que j'ai fait beaucoup d'autoroutes. Tu imagines 12,2 de Mhm. moyenne sur 9000 km. Au quotidien, je suis plutôt aux alentours. Je suis entre 9 et 11. Ça dépend du sens du vent. Mais je consomme beaucoup moins qu'une Mégane E-Tech qui pourtant est plus légère et qui pourtant a une plus petite batterie. Ça n'a rien comprendre en fait. C'est Tu vrai. vois, du coup, les critères qu'ils définissent, je pense qu'il faut vraiment regarder à la loupe ce qu'il en est, quoi. Enfin, tu vois, Alors, c'est... Clairement, ils te disent c'est la batterie. En fait, c'est Oui, vraiment oui. la capacité de la batterie. Et en fait, la capacité de la batterie va déterminer ta taille de voiture, en fait, ton poids de voiture. C'est-à-dire que tu vas pas mettre une batterie de moins de 60 watts avec une tonne 8, quoi. Oui. Voilà. Enfin, si tu peux, hein, mais tu vas pas aller loin. Ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça qu'ils sont focusés quand même là-dessus. Et ensuite, ils te disent, ça n'a pas de sens, mais au sens global, que ce soit une voiture électrique ou une voiture thermique, de transporter une tonne 8 pour dépasser 80 kg. Donc ça, c'est quel que soit le mode. Ensuite, dans les autres points qui sont importants, on parle souvent de métaux rares ou de terres rares, en fait. Oui. Et ça, c'est pas vraiment un sujet parce que déjà, elles sont pas rares.
Voilà, c'est des mauvaises expressions, de mauvaises traductions. Et il y en a également dans les voitures thermiques, par exemple dans les pots catalytiques ou autres. Donc, Oui. et il y en a même parfois plus. Donc, c'est pas vraiment le sujet. Oui, parce qu'en fait, il faut quelques grammes sur une anode dans une batterie, Oui, alors que par exemple dans un pot catalytique, il en faut 1 kilo, quoi. Enfin, c'est ça. j'exagère, mais Non, on est pas là. c'est pas ce ratio-là, C'est pas ce ratio-là, mais voilà. en tout cas, c'est exactement le point. Donc, s'il y avait vraiment un sujet sur ça, il y aurait déjà eu un sujet sur les voitures thermiques. Voilà. Donc, bon, sur ça, c'est pas le point. Par contre, tu as un point sur les stations de recharge. Alors là, Parce oui. que ça implique quand même toute une infrastructure, et ça, c'est un coût qu'il faut prendre en compte hein, quand tu fais l'étude au complet. Après, ben, les stations à essence aussi. Et les stations à essence, ben, tu viens aussi transporter ton essence via des camions, par exemple, qui vont polluer et qui vont amener. Mais bon, en tout cas, il y a les stations de recharge, et il faut arriver à bien gérer au niveau de stations de recharge-là, avec un réseau qui soit suffisamment diffus, pour te permettre de ne pas mettre des pics de recharge à certains endroits et ensuite d'avoir des pics de recharge à un instant T avec toutes les stations qui rechargeraient en même temps et qui feraient des pics. Oui, mais parce que là, en fait, on se concentre sur la recharge dans la rue, Ouais, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui rechargent chez eux, en fait. La recharge dans la rue, tu vois, moi je suis un peu concerné parce que je recharge très peu chez moi. Enfin, d'ailleurs, j'ai jamais rechargé chez moi. Mais c'est juste parce que j'en ai pas besoin. Réellement, quand tu as 630 km d'autonomie, je peux te dire, honnêtement, avec mes trajets quotidiens, je charge tous les 21 jours. ouais. Donc, mais c'est vrai que salut. t'as une, Donc, tous les 21 jours, c'est comme si je faisais t'as une un plein capacité qui est par. folle. Comme si je faisais un plein. Mais dans les faits, si je devais charger plus régulièrement, je chargerais chez moi en fait. Ouais, mais Donc, c'est le point, mais c'est là où tu vois, c'est que si tu as beaucoup de déplacements à faire et que tes déplacements doivent arriver le plus vite possible d'un point A à un point B, ouais, mais c'est là où il faut changer effectivement, notre- la voiture ouais. électrique n'est pas faite pour. Mais il faut changer nos modes de vie. C'est de manière exactement générale. ça. Enfin, Mais par contre, si tu pars en vacances, par exemple, et que tu te dis, ça, c'est une je obligation. vais faire une pause toutes les 2 heures, C'est ce que je fais. voilà, même une pause de 15 minutes, aucun souci pour une voiture électrique. Ah oui, oui, large. Voilà. Mais par contre, si tu pars du principe que tu vas faire 8 heures de route d'affilée à pisser dans une bouteille, ben, c'est pas fait pour non, toi. c'est pas bon. En Voilà. plus, tu peux pas faire 8 heures de route. Enfin, sauf Non, si tu non, roules mais- à 30 km/h. Mais tu vois, moi, quand j'ai fait des gros trajets cet été avec la voiture, puisque j'étais jusqu'à Marseille et j'étais jusqu'à Paris, aller-retour, et j'ai fait une pause toutes les 2 heures. Mais typiquement, je suis parti avec 100%. Mon premier arrêt, c'était vers Toulouse. Et en fait, j'étais à 78%. Donc, en fait, l'intérêt de la charge, Ouais. il était extrêmement limité. Et après, quand je suis parti, je me suis arrêté, je sais plus, vers Perpignan ou par là. Et pareil, ça faisait 2 heures. Et quand je me suis arrêté, j'étais à 56%. Ah oui. Du coup, bon, j'ai quand même chargé, tu vois, en me disant, allez, c'est bon, je charge, comme ça j'arrive à Marseille à moins avec 20%. Tranquille, En fait, que dalle, j'ai largement quand je suis arrivé à Marseille, j'avais 43% d'autonomie, je crois. Du coup, enfin, what's the point? Enfin, en tout cas, avec cette voiture-là, Ouais. j'ai pas de souci, quoi. En fait, c'est comme si je conduisais une thermique. Donc, je comprends l'intérêt des charges rapides pour ceux qui roulent beaucoup, les commerciaux, etc. Mais à partir du moment où tu changes un peu ta façon de rouler, alors, spoiler alerte, moi, j'ai pas trop le choix. Avant, je faisais des Bordeaux-Marseille d'une traite, quasiment. Ça aurait été une fois. Là, maintenant, je fais toutes les 2 heures parce qu'avec un bébé, bah, il faut le changer. Puis, rester plus de 2 heures dans le siège auto, c'est compliqué. Cool, enfin, hein. voilà. Donc, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que du coup, bah, ça force à s'arrêter, ce qui est bien aussi pour nous, et ça force aussi à aller chercher, pourquoi pas, une prise de charge. Même si, tu vois, je ne suis pas trop stressé maintenant, dans le sens où même si j'arrive et qu'il y a beaucoup de gens à la borne, je sais que je peux aller à la station d'après, je sais que... Ah oui, enfin, oui, tu as de la marge. j'ai vraiment beaucoup de marge, quoi. Donc, et je pense que... Alors, je sais que Stéphane, par exemple, qui a utilisé une Mégane E-Tech cet été, a eu quelques difficultés, y compris sur des charges qui n'acceptaient pas sa voiture, oui, des bandes de charge, sur une Mégane E-Tech, et qui s'est fait un peu peur par moment. Mais parce qu'en fait, tu sais, c'est le problème des gens qui... Moi aussi, je l'ai eu, hein. Mais dès que tu arrives à 20%, tu te dis comme sur ton téléphone, ah, je suis mort. Non, en fait, il en reste. Alors qu'en fait, c'est bon, t'as le temps. T'as le temps, 20%, c'est quand même énorme. Même à 5%. Hein, oui, même à 5, t'en as encore sous le truc. Bon, voilà. Donc, pas de panique sur ça. Mais c'est vrai que c'est une autre façon de... Je pense que la façon dont réfléchit l'ADEME, là, on est plus sur une façon de réfléchir sans modifier et sans se faire mal au niveau de ses habitudes pour faire comme avec un véhicule thermique. Ouais, c'est ça. En gros, c'est de dire, ils partent du postulat que pour que la voiture électrique perce, il faut qu'on se rapproche le plus possible de la façon dont on utilise aujourd'hui un véhicule thermique. Et je pense que ce n'est pas la bonne approche en fait.
Non, mais ça implique, et ensuite de se dire, quoi qu'il se passe, ça n'a déjà pas de sens avec un véhicule thermique de transporter 1,8 tonne pour transporter 80 kg. Ça aura encore moins de sens, en tout cas, avec un véhicule électrique qui a une moins grande capacité. Oui. Le match, en tout cas, essence contre batterie, essence gagne. Ah oui. Enfin, il n'y a rien de mieux que le pétrole. Ça, c'est rechargé Voilà. hyper vite, ça va plus loin. C'est parfait. Enfin, en termes de confort, oui, on peut pas faire C'est mieux. parfait. On peut pas faire mieux. Donc on cherche pas à dire l'électricité est mieux, non, c'est moins Non, bien. Mais à défaut de pétrole, C'est ça. les batteries, et en changeant son habitude de mode de fonctionnement, oui, ça peut être T'as une vu en ce solution. moment, on voit que des ZOE, des voitures électriques. Hein. Ouais. Depuis la grève là, les gens en fait ont pris leur voiture secondaire, je pense, pour aller bosser parce que je vois que ça. Ouais. Ce matin, j'avais 3 ZOE devant moi. Je me C'est suis dit, vrai. mais qu'est-ce que c'est en fait? Et encore, nous, on n'est pas trop touchés par les pénuries d'essence, Ouais. pourvu que ça dure. Exactement. Donc voilà pour la petite étude, en tout cas. Il y a à noter quand même que l'objectif c'était 100 000 stations de recharge l'année dernière n'a pas été atteint. On Ouais. est à 70 000 ou 72 000. Donc on n'y est pas encore. Que là, le bonus électrique est passé à 7 000 € du coup, puisque Macron veut... Ouais, sous réserve de revenus, par contre. Oui, mais puis en fait, l'objectif quand même, c'est de pousser à fond l'électrique d'ici 2035. Ouais. Bon, c'est un choix comme un autre. Je sais pas si c'est la bonne stratégie, j'en sais rien. Nous, on a fait le choix d'avoir un véhicule électrique. Bon, déjà, on avait des critères extrêmement précis. On voulait à minima faire 400 km pour pouvoir aller jusqu'à Marseille ou machin sans avoir à nous arrêter toutes les 2 secondes. Et il nous fallait un véhicule 5 portes avec 5 places. Enfin voilà. Parce que c'est, on va dire, notre véhicule principal aujourd'hui. Oui. Donc, donc d'habitude, là, les gens ont plutôt un véhicule thermique en principal et un véhicule secondaire en électrique. Nous, c'est l'inverse. Le véhicule secondaire, en fait, c'est celui de madame. C'est une petite Toyota Aygo sur laquelle elle fait 8 km par jour avec, qui est extrêmement légère. Et du coup, voilà. Et moi qui fais les plus longs trajets, du coup, je roule en électrique. C'est le truc, tu te dis, mais what? Dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Mais du coup, ça fait faire quand même des économies puisque on charge moins, quoi. Et les contrôles techniques, tu les fais moins souvent. Alors non, le contrôle technique, c'est comme pour tout véhicule roulant, c'est à partir de 4 ans après l'achat du véhicule neuf. Et en fait, ils vont contrôler au contrôle technique quoi? Tes phares, tes freins, tes suspensions, les ceintures de sécurité, les airbags. Et encore, tous ces trucs-là, en fait. Même la partie frein, ils vont les contrôler, mais les freins, on les utilise beaucoup moins. On parce utilise qu'on beaucoup moins, utilise ouais. le frein régénératif, en fait. Oui. C'est plutôt pour du freinage d'urgence, entre guillemets. Oui, c'est ça. Moi, je n'utilise quasiment jamais le frein. Ouais, normalement, t'anticipes en Avec permanence. les palettes, moi, en plus, je freine à la toi, palette. t'as les palettes. Ouais. Mais bon, moi, sur la Tesla, j'ai juste à relever le pied et ça freine automatiquement et ça se gère bien. Après, si le gars devant pile, je vais pas attendre que le frein génératif. C'est ça. Ah non. Attendez, je récupère l'énergie. Donc là, mais forcément, je vais piler, je vais utiliser le frein. Mais c'est vraiment pour du freinage d'urgence en fait, que tu fais. Si tu roules pas comme un fou, toujours pareil. Oui. Et en électrique aussi, il faut apprendre à bien rouler si tu veux tu sais que aller plus loin. Quoi. En fait, pendant très longtemps, je faisais beaucoup de réflexions sur comment je conduisais et tout. Et en fait, un jour, j'ai conduit sans me poser de questions. Et en fait, je me suis rendu compte que la différence de consommation, c'était genre 0,4 kWh. Ah ouais. Du coup, j'ai dit, mais en fait, pourquoi je m'emmerde à faire gaffe, tu vois, vraiment sur chaque accélération, sur les voies d'insertion et ce genre de trucs. Tu sais, je faisais attention. Et en fait, je me rends compte que, étant donné que c'est tellement court comme laps de temps pour faire genre le 0 à 90, en fait, j'ai pas une surconsommation. Puisqu'après, mon trajet, il fait 22 km tous les jours. Aller, en fait, c'est largement compensé par la conduite stabilisée à 90 km/h, quoi. Donc bon, bref, en tout cas, c'est une vraie question, la mobilité électrique. Et la solution ne sera pas on transforme tous les véhicules thermiques en véhicules électriques, hein. Enfin, qu'on soit clair. Hein. La solution, ce sera les transports en commun, réduire les déplacements, limiter les déplacements. Les véhicules comme la flotte Mobilize de Renault aussi, hein, qui veulent faire du libre service, je sais pas. Donc, vaste chantier en tout cas. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Pour nous retrouver sur les internets, c'est facile. Cédric Deluca pour moi et Bertrand Innove pour toi. Exactement. Pour en savoir plus sur la suite et ce qui se passe sur Studio Renegade, vous avez studiorenegade.fr où vous pouvez évidemment retrouver tout l'agenda, dont le geeking de vendredi soir. Pour nous soutenir, vous avez aussi le patreon.com/Studio Renegade. Voilà, si vous voulez soutenir l'émission, ou le Tipeee aussi, il y a de tout. Ou alors votre Prime, n'hésitez pas, vu que nous sommes aussi en direct
sur Twitch, Exactement. comme tous les normalement jeudis. Mais nous sommes mardi pour une fois. Et pour ceux en replay sur YouTube. YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like aussi, parce que ça aide à faire découvrir la chaîne Beats. Et puis à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'émission. Et voilà, merci à vous et à très vite. Ciao, ciao. Ciao.